2008. Je vais au cinéma avec mon grand frère voir Iron Man. Bien que je connaissais aucun comics Marvel, j'y suis allé parce que ça avait l'air franchement sympathique. J'avais 13 ans et demi à l'époque. En sortant de la salle, j'adorais ce film de tout mon être. Bien que classique dans sa forme, les scènes d'action étaient cool, il y avait de bonnes idées dans la réalisation de Jon Favreau, la musique, bien que préexistante, déchirait. Et surtout, Robert Downey Jr. en Tony Stark. Non seulement l'acteur était excellent, mais son personnage il était tout autant. Bien que égocentrique et cynique, Tony Stark vit une aventure qui le change radicalement et met en avant ses faiblesses. C'est le personnage qui comprend qu'il a une responsabilité vis-à-vis du monde et qui va tout faire pour le protéger. C'est avec ce film que va être annoncé un gros projet avec le personnage de Nick Fury qui apparaît dans une scène post-générique. Puis, quelques temps après est sorti l'incroyable Hulk de Louis Leterrier. Puis, après Iron Man 2 de Jon Favreau à nouveau, puis encore après Thor de Kenneth Branagh, le film qui ouvre les perspectives cosmiques du Marvel Cinematic Universe. Puis sort Captain America The First Avenger de Joe Johnston. Dernière pièce du puzzle avant le plus gros fantasme et ambitieux film de super-héros en 2012, Avengers de Joss Whedon. Pour la première fois au cinéma, des personnages qui avaient eu droit à leurs propres aventures en solo vont interagir dans un même film pour mettre fin à une menace commune de grande envergure. Avengers est pour beaucoup, dont moi compris, un des meilleurs films du MCU. Très fun, respectant sa promesse de départ, il réussit à faire vivre autant de personnages à l'écran pour que chacun ait leur moment de bravoure. L'amour de Joss Whedon, créateur de séries comme Buffy contre les vampires, se ressent à l'écran. Sa mise en scène est excellente et offre de grandes scènes d'action vues nulle part ailleurs, dont un final énorme. Mettant en place l'intrigue des pierres d'infinité, la surprise est de taille quand on apprend que Loki n'a pas agi seul dans cette histoire lors d'une scène post-générique. On nous présente un personnage imposant, à savoir Thanos. Avec Avengers, c'est un immense succès au box-office mondial et la fin de la phase 1. La phase 2 est peut-être moins inspirée et moins bonne que la première phase, mais en attendant, certains films restent intéressants avec un parti pris comme Iron Man 3 de Shane Black ou Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn. Puis, en 2015, sort Avengers 2, l'ère d'Ultron, de Joss Whedon à nouveau. Plus fouillis, moins concentré, et parce que Marvel l'a exigé de mettre en place des éléments des futurs films à venir, Avengers 2 est inférieur et fonctionne moins bien que le premier Avengers. Même s'il y a des qualités comme le plan d'Ultron et certaines scènes, qu'elles soient d'action ou d'introspection, et que les personnages restent tout de même bien développés, le spectacle est moins surprenant et moins épique. Joss Whedon, le réalisateur, va être épuisé et va quitter l'univers Marvel suite à ce film. Ant-Man de Peyton Reed, qui à la base devait être réalisé par Edgar Wright, à notre plus grand regret, met fin à la phase 2. Ce qui est difficilement compréhensible parce que même si ce film est sympathique mais sans plus, n'a aucune envergure à faire office de conclusion. Il aurait même dû être le film ouverture de la phase 3. D'ailleurs, en parlant de phase 3, le MCU se remet en forme avec Captain America 3 Civil War des frères Russo, Joe et Anthony Russo. Même s'il y a des défauts évidents dans le scénario et quelques trous, le film ne reste pas moins divertissant et offre de bonnes scènes et un méchant Baron Zemo qui est le plus humain de tous les méchants. Puis l'excellent Doctor Strange de Scott Derrickson qui était réussi visuellement et un Benedict Cumberbatch qui apportait un charme à son personnage. Puis Les Gardiens de la Galaxie 2 de James Gunn à nouveau. Bien que très sympathique avec de bonnes scènes, il est un peu moins bon que le premier et a tendance à faire trop d'exposition. Et visuellement, le film est là aussi réussi et beau. Enfin, Spider-Man Homecoming de John Watts, Thor Ragnarok de Taika Waititi et Black Panther de Ryan Coogler. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce dernier film, j'explique plus en détail mon ressenti sur les 3 dernières productions Marvel. Je suis allé voir ces 18 films Marvel au cinéma. Voulant voir des longs métrages qui allaient m'emmener vers d'autres univers. Je suis un fan du Marvel Cinematic Universe, et bien que certains films sont effectivement moyens, ce MCU tient la route et propose tout de même de la qualité. Aucun de leurs longs métrages ne peut être qualifié de navet ou de nanar, voire même de mauvais film. Même Spider-Man Homecoming, qui est vu comme le moins bon du MCU, est un film sympathique mais sans plus, tout comme Ant-Man. J'ai grandi avec le MCU, et ça fait partie de moi.
J'adore leurs personnages et ce qu'ils vivent est à chaque fois excitant. Mais, ce 25 avril 2018, sort Avengers Infinity War de Joe et Anthony Russo. Le personnage de Thanos devient central à l'intrigue du MCU et est le méchant de cet épisode. Avengers 3 est un événement important. Il fait office de début de conclusion à l'intrigue Marvel lancée il y a 10 ans et sont annoncées moult péripéties à nos personnages qui vont en baver. Verdict après mon visionnage de ce film ? Voilà, vous l'aurez compris, j'ai été choqué. Je vous préviens, ça va spoiler à partir de maintenant. Donc, si vous n'avez pas vu le film, barrez-vous, c'est mieux. Le film mérite amplement que vous ne sachiez rien et que vous ayez toutes les surprises. Vous êtes prêts ? C'est parti. Avengers Infinity War est tout simplement incroyable. J'avais beaucoup d'espoir en regardant les multiples bandes annonces, beaucoup de situations faisaient baver et se dire qu'ils allaient enfin le faire, c'était déjà un miracle en soi. Mais Marvel a transcendé ça. Parce que la force de ce blockbuster réside dans sa maîtrise de sa mise en scène et de son sujet. Bien sûr, le fan qui est en moi est absolument heureux et super content de voir ses personnages favoris interagir et se battre ensemble dans le même film. Bien sûr, je suis super content. Mais, au-delà de ce fanservice non putassier, et j'insiste là-dessus, les frères Russo et les scénaristes Christopher Marcus et Stephen McFeely ont réussi à faire en sorte que les personnages interagissent correctement ensemble et à faire en sorte aussi que ça soit pas bordélique pour un sou. Parce qu'avec tous ces personnages et tous ces décors, on aurait pu tomber dans l'overdose et perdre le fil de l'histoire. Mais ça n'est pas le cas. Ils ont été suffisamment malins et intelligents pour éviter de s'éparpiller. Malgré le nombre de personnages, l'astuce a été de faire différents groupes de héros qui se croisent mais jamais tous en même temps. Cette décision permet de soutenir le rythme du film et également de sentir la course contre la montre qu'éprouvent nos héros. Cette décision permet aussi de se dire que lorsque vient le générique de fin, on se fasse la réflexion que le temps est quand même passé bien vite, qu'on n'a pas vu le temps passer, et surtout de se dire qu'on en a eu pour son argent. Mais vient le seul défaut que j'ai trouvé. L'humour qui est un peu trop omniprésent au début du film. Parce que si le rythme du long métrage est bien soutenu, l'humour gâche légèrement le rythme de la première partie. Par exemple, les personnages qui parlent et d'un seul coup il y en a un qui sort une vanne, puis ça renchérit, et il y en a un qui fait, et sinon et pour Thanos, on fait quoi? Ça arrive 2-3 fois et c'est un peu dommage. Mais même s'il y a des blagues dans la seconde partie, elles sont mieux amenées et mieux exécutées car à chaque fois justifiées dans le contexte dans lequel ils se trouvent. Mais sinon à part ça, le film est excellent et a tout du potentiel film culte. Même si, je sais, ça peut paraître exagéré, je vous l'accorde. Mais Avengers Infinity War enchaîne les bonnes scènes d'action impressionnantes sans sourciller, comme le moment où Thanos utilise son gant de l'infini pour prendre les débris d'une lune au loin et les jeter sur les personnages. Ouais, c'était impressionnant quand même à voir au ciné. Il y a effectivement 2-3 moments d'action un poil illisibles du fait d'un montage un poil trop cut et des mouvements de caméra un peu saccadés, mais sinon à part ça, les frères Russo savent très bien chorégraphier des scènes d'action avec une vraie envie de mise en scène. Par exemple, le plan séquence au tout début du film où la caméra est au ras du sol et suit les mouvements de pas d'un personnage étrange et bizarre, où on passe sur les cadavres des Asgardiens sur un vaisseau qui a été détruit, qui a été saccagé, pour qu'on voit que ce personnage est en fait Ebonimo, un des membres de l'Ordre Noir. Pour qu'ensuite, l'autre plan de séquence d'après, on passe d'Ebonimo à Loki, pour qu'ensuite on passe à Thanos au loin. Pour qu'on comprenne la taille imposante du personnage et qu'on comprenne aussi le danger qui va arriver. Ou soit le moment où les héros sur Titan, après une bataille acharnée, ont réussi à immobiliser Thanos, le plan large pour qu'on soit impressionné par la stratégie du groupe. Alors oui, c'est vrai que la bataille Wakanda est un peu brouillonne par moments, mais j'aurais tendance à croire que c'est fait exprès. Genre, il y a tellement de choses qui se passent sur le champ de bataille que personne ne comprend rien à ce qui est en train d'arriver. Puis visuellement, le film est magnifique. Les effets spéciaux sont de très bonne facture, sauf peut-être pour certains personnages de l'Ordre Noir, qui font vraiment un peu image de synthèse par moment, et qui paraissent pas aussi réalistes et palpables que Thanos. Mais justement, ce dernier, grâce à l'aide de son développement scénaristique, est bluffant de réalisme.
On en vient à oublier que c'est un mec en image de synthèse et que c'est Josh Brolin qui est en train de le jouer grâce à la performance capture. C'est balèze quand même. Il y a aussi le passage sur la planète Vormir pour aller chercher la pierre de l'âme, où la planète est assez sombre avec une éclipse au loin, une ambiance noire rougeâtre, vraiment glauque et spéciale comme ambiance, ou soit le moment où sur Titan, tout est désertique avec tous ces vaisseaux en ruine, ou soit le passage où Thanos est en plein milieu de l'eau, où on revoit au loin un bâtiment en début de construction et Gamora enfant. Tous ces paysages, cette manière de représenter les personnages, leurs actions, l'ambiance des décors, on peut faire pause sur certains plans et s'imaginer des bulles de bande dessinée, et on est en face d'une vraie adaptation de comics sur grand écran. Vu que c'est un immense crossover, et comme je l'ai déjà dit auparavant, les scénaristes ont réussi à rendre crédible l'interaction entre tous ces protagonistes. Chaque personnage a le droit à son moment de bravoure et a suffisamment de temps de présence à l'écran, ce qui est en soi un exploit. Et non, le fait que Loki meure après 3 minutes de temps de présence à l'écran, ça n'en fait pas un mauvais équilibre. Parce que déjà de 1, on n'avait strictement plus rien à dire sur le personnage. Après 4 films où il apparaissait, on n'avait strictement plus rien à exploiter autour du personnage. Donc c'est un mal pour un bien. Et de 2, c'est pour montrer le danger de Thanos. Parce que symboliquement, Loki est le premier méchant de l'univers Marvel à faire réunir les Avengers pour la première fois. Donc le faire tuer par Thanos, ça montre qu'on est monté un cran au-dessus au niveau de la menace. Pareil pour Black Panther, qui est certes relégué au second plan dans ce film, mais c'était certain que quelques personnages n'allaient pas avoir une plus grande importance. Black Panther, comme d'autres personnages, participent à des batailles et sont là pour protéger la Terre. Ils restent importants quoi qu'il arrive évidemment, mais les rôles les plus prépondérants sont Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, Thor et les Gardiens de la Galaxie. Ce sont eux qui sont en première ligne pour tenter d'arrêter Thanos et qui ont un passif plus ou moins avec lui. Normal donc qu'ils apparaissent plus longtemps. Puis niveau écriture des personnages, ça reste intéressant. Certains renaissent comme Thor qui avait morflé dans Ragnarok, mais comme le film était tellement comique, bah tu t'en rendais pas forcément compte. Certains ont du mal à combattre, comme Bruce Banner avec Hulk qui refuse de sortir. Certains s'imposent, comme Rocket, Spider-Man, Captain America et Hulk. Enfin, plutôt Bruce Banner, qui justement réussit à surpasser Hulk et réussit à s'imposer dans un combat final sans utiliser Hulk avec juste le Hulkbuster. Et surtout, certains souffrent comme Iron Man, Star-Lord et surtout Gamora. Puis même si certains personnages comme Black Panther, Bucky Barnes et d'autres ne sont pas forcément plus mis en avant, ce n'est pas très grave puisqu'ils sont là avant tout pour protéger le monde. Et c'est pareil pour les enfants de Thanos, l'Ordre Noir. Ils n'ont pas spécialement de personnalité, à part Ebonimo qui est un peu plus excentrique que le reste de la bande, mais c'est pas du tout ce qu'on leur demande. Et surtout, grâce à eux, ça permet d'avoir de chouettes scènes d'action, et surtout ça permet aux héros de se mettre en valeur. Après j'en ai vu certains dire qu'Avengers Infinity War c'était le Seigneur des Anneaux les 2 tours, version Marvel. Et dans un sens, c'est pas faux. Les deux films partagent énormément de personnages répartis en 3 intrigues distinctes qui se croisent et se décroisent, donc il a fallu se creuser les méninges pour rendre le tout fluide et pas brouillon, les personnages qui s'unissent contre les forces du mal qui doivent affronter de temps à autre, et surtout une immense bataille réunissant divers peuples contre des monstres où se joue l'avenir du monde. Sauf que contrairement aux 2 tours dans Avengers Infinity War, à la fin de la grosse bataille, t'as pas les renforts pour venir les aider. Malheureusement. Déjà que niveau spectacle c'était déjà satisfaisant, alors là niveau émotion, Marvel a fait fort, surtout là où on l'attendait pas. Et c'est pour ça que j'attendais d'en parler. Thanos. Annoncé depuis la fin du tout premier Avengers, il était apparu dans les Gardiens de la Galaxie et dans Avengers l'ère du Tron dans une scène post-générique. Sur ces 3 apparitions, il était montré comme psychopathe, fou, dangereux avec des méthodes très radicales. Et ça, c'est une version proche des comics d'origine. Enfin, je ne le connais que dans 2 histoires. Le Gant de l'Infini, le défi de Thanos, et la guerre de l'Infini. Dans ces 2 comics, Thanos était le fou psychopathe comme on pourrait l'imaginer. En plus de ça, il déteste les gens qui l'entourent et leur parle mal. Le film prend à contre-pied cet aspect.
Thanos est toujours aussi puissant, ça ne change pas. Mais là, c'est quelqu'un de très humain, qui respecte énormément ses adversaires et qui a des sentiments. Lorsque Thanos et Gamora vont sur la planète Vormir, s'il veut la pierre de l'âme, Thanos doit sacrifier quelqu'un qu'il aime par-dessus tout. Ce à quoi Gamora rigole puisque pour elle, Thanos n'a aucun sentiment tellement ça a été un monstre qui a passé sa vie à décimer des tas de peuples et à faire tellement du mal aux gens. Là, Thanos se retourne, regarde Gamora et il est en train de pleurer. La personne qu'il aime le plus est en face de lui et il doit la tuer à contre-cœur et à regret. Cette scène, personne ne l'avait vu venir. On voit bien sur le visage de Thanos qu'il ne veut vraiment pas le faire, mais qu'il est contraint, qu'il est obligé s'il veut accomplir son plan. Et comme il l'a dit, je dois faire ce que j'ai à faire, qu'importe le prix. À ce moment-là, le film a basculé. On était tous persuadés qu'il ferait comme dans le comics, ou voire même qu'on voit le personnage tel qu'il nous a été présenté depuis le début. Mais là, ils ont rendu Thanos attachant avec une motivation des plus compréhensibles. Ce qui fait de Thanos un des meilleurs méchants de l'univers Marvel, mais je pense, un des meilleurs méchants de l'histoire. Alors, je ne dis pas forcément qu'il doit figurer dans le top 5, dans le top 10, mais en tout cas, il doit figurer haut, ça c'est clair et net. Et si le personnage a réuni les pierres d'infinité dans le comics, c'était pour plaire à une entité, la mort elle-même. C'est pour ça qu'il détruit la moitié de l'univers, c'est pour que la mort tombe amoureuse de lui. Alors que dans le film, s'il veut détruire la moitié de l'univers, c'est pour le rééquilibrer, pour que les peuples ne manquent pas de ressources naturelles pour vivre. Il faut tuer la moitié de l'univers avant qu'il ne soit trop tard. Bien que ça fasse penser évidemment au plan de Valentine dans Kingsman de McTuvan, dans Infinity War, ça a une autre portée. Dans Kingsman, Valentine veut protéger les riches de son plan au détriment du reste de la population qui, elle, doit se battre contre son gré. Alors que Thanos veut supprimer la moitié de l'univers de manière équitable. Que tu sois riche, pauvre, il s'en fiche. Kingsman dénonçait le capitalisme à outrance qui est en train de détruire la planète et qui disait que c'était de notre faute. Infinity War part du postulat de notre monde qui va manquer de ressources et qu'un homme doit faire ce qui lui semble juste, malgré les lourdes pertes que cela va engendrer. Le travail d'adaptation sur Thanos est réussi. Le public peut être prêt à accepter des choses délirantes des fois, mais être prêt à voir une personnification de la mort, c'est quand même autre chose. Donc il fallait mieux changer les origines du personnage et lui donner un autre objectif. Donc réussir à rendre autant tangible une menace aussi importante et aussi imposante, alors que dans le comics ce n'était qu'une grosse force brute, c'est du bon travail. Ils ont même fait quelques références aux comics d'origine, Le Gant de l'Infini. Par exemple, au tout début de l'histoire, quand il y a un personnage qui atterrit en urgence chez Doctor Strange et qui dit catastrophé, Thanos arrive, dans le comics, c'est le Surfeur d'Argent, et dans le film, c'est Bruce Banner. Et surtout, le dernier plan du film, qui est directement issu de la fin du comics. Le moment où Thanos regarde, apaisé, l'horizon d'une plaine. Dans le comics, Thanos a perdu, il a plus son gant et il a échoué dans son objectif de base. Dans le film, Thanos toujours son gant, et il a gagné. Pour les spectateurs, ce dernier plan résonne comme l'apaisement de Thanos et qui donne au film une fin douce, amère. Pour les fans du comics, que je suis, c'est réussir à surprendre. Et c'est là où ils ont véritablement réussi le travail d'adaptation sur ce film. Parce qu'à chaque instant, ils prennent à contre-pied le support d'origine pour en donner une nouvelle dimension. Et vu que j'en parle, on va traiter de ce qui a fait du film, enfin je crois, un des meilleurs Marvel, la fin. Malgré leur bravoure et leur ténacité, tous les héros ont échoué face à Thanos. Ce qui fait que ce dernier a désormais toutes les pierres d'infinité réunies sur son gant et il a claqué des doigts. Ce qui fait que comme il l'avait promis, la moitié de l'univers a disparu. Tout le monde avait parié entre Captain America et Iron Man qui allaient mourir, mais finalement c'est la nouvelle génération de super-héros qui a disparu. Comme quoi, ils ont réussi à nous surprendre, même là où on les attendait pas. Ce final était putain de magnifique. Désolé pour la grossièreté, mais c'était vraiment le cas quoi. En plus, amplifié par l'excellente bande originale signée Alan Silvestri qui a créé des thèmes très intéressants pour ce film.
Non, sans déconner, quand la musique veut insister sur les paroles d'un personnage, elle va appuyer ça grâce à un bruit, comme par exemple le moment où Thanos dit à Gamora « Tu es généreuse, grâce à moi ». Et là, la musique fait « BOM ». Ou soit même, la musique va mettre en valeur un objet, comme par exemple le moment où Thanos reçoit la gemme de l'espace. Là, la musique va jouer des petites notes de violon un peu volantes, comme pour annoncer le futur dramatique du film. Et même Alan Silvestri est très respectueux des anciennes musiques faites dans les anciennes productions Marvel, comme par exemple pour la présentation du Wakanda pour Black Panther, ou soit une musique de Doctor Strange, quand il se dédouble face à Thanos, on entend les mêmes instruments style baroque que dans son propre film. Ce final était vraiment magnifique, parce que tous les éléments qui ont été mis en place par le Marvel Cinematic Universe et par ce film prennent un sens et ont une puissance dramaturgique qui a bien été gérée. Quand les héros ont échoué face à Thanos sur Titan, quand Iron Man regarde la bataille de Doctor Strange, quand Wanda est obligée de tuer Vision son amour et qu'elle est obligée de stopper Thanos d'une main pour l'empêcher qu'il prenne la pierre de l'esprit, quand les héros essayent d'arrêter Thanos mais qu'ils perdent chacun leur tour, quand Captain America retient bravement et désespérément en hurlant la main géante de Thanos avant de se prendre une grande claque dans la tronche avant de tomber, quand la moitié de l'univers disparaît comme de la poussière. Que la pire des choses qui pouvaient se produire vient d'arriver et que Tony Stark a vu ça de ses propres yeux, impuissant. Les héros restants sont ceux de l'ancienne génération qui vont devoir tout sacrifier pour sauver ces nouveaux héros et le reste de l'univers qui te même à en mourir. Avouez que c'est cool et que ça donne envie de voir la suite, non? Et surtout, Avengers 3 n'a pas de cliffhanger. Les personnages ont perdu, la moitié de l'univers a disparu, Thanos a toutes les pierres d'infinité, il est maintenant Dieu. Le film se suffit à lui tout seul. Bon, même si on sait qu'il va y avoir Avengers 4 et que du coup, à mon avis, là, il risque de gagner, il n'empêche que sur le moment, Marvel n'a pas hésité à tuer des personnages très appréciés devant les yeux d'un très grand public. Créer ce moment de flottement d'attente pendant plus d'un an est quand même bien vu et un pari réussi. Pourquoi le titre de la vidéo pose la question « Avengers 3, le meilleur blockbuster de tous les temps ?» Parce qu'à la base, c'était une blague que j'avais postée sur Twitter. Parce que je m'étais rendu compte que la vidéo de 4 minutes sur Ready Player One avait fait beaucoup plus de vues que ma vidéo de 12 minutes sur Cro-Blanc. Et pour moi, c'était normal, puisque Ready Player One était un film beaucoup plus médiatisé et beaucoup plus attendu que Cro-Blanc. Mais aujourd'hui, la vidéo sur Cro-Blanc fait beaucoup plus de vues que celle sur Ready Player One. Comme quoi. Mais à ce moment-là du tweet, j'ai dit que je ferais une masse vue étant donné que la prochaine vidéo serait sur Avengers 3 et que si je faisais du putaclic à fond, ça aiderait pas mal, je pense. Donc c'est pour ça le titre en majuscule et une question ouvertement polémique, comme je l'avais fait avec ma vidéo sur Valérian de Luc Besson. Mais quand j'ai vu toutes les réactions autour de ce film, que beaucoup de personnes le considèrent comme le meilleur film du XXIe siècle et que beaucoup de monde ne sont pas d'accord avec ce point de vue, ça m'a fait réagir et poser des questions. Donc c'est pour ça que je dis qu'Avengers 3, dans ma critique, a tout du potentiel film culte. Les scènes d'action sont excellentes car la plupart sont créatives et percutantes, que la musique instaure une ambiance pour mettre en valeur des personnages, des scènes et créer des thèmes vraiment intéressants pour ce film, que c'est la première fois qu'il y a autant de personnages issus d'univers différents qui se partagent le même film, qu'il y a un juste milieu pour qu'aucun des personnages ne soit en reste, que le méchant du film pue la classe, est charismatique et est ambigu, que le film n'est pas un simple blockbuster lambda comme pouvait l'être Thor 2 ou Spider-Man Homecoming, comme tout autre blockbuster qui sort chaque année, que le film est visuellement magnifique, qu'il y a de bons développements de personnages, qu'il y a de bonnes blagues qui peuvent rester en tête, et que même ceux qui ont vu ce film et qui l'ont pas aimé disent que ça vaut le coup d'œil. Mais vu que j'ai dit qu'Avengers 3 avait tout du potentiel film culte, je vais donc me faire taper les doigts par certains parce que j'ai encensé un blockbuster et que donc par conséquent je n'ai aucun goût cinématographique. À cela, je leur réponds que dans mon top de l'année 2018, oui je sais c'est un peu tôt, se trouve Free Billboards, les panneaux de la vengeance de Martin McDonagh, et
Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Deux excellents films dont l'un tient de la perfection. D'ailleurs, j'ai fait une critique de ce film-là sur ma chaîne. Vous pouvez la regarder si vous voulez, mais j'assiste un petit peu. Ce sont des films modestes par rapport à Avengers et ce ne sont en rien des blockbusters. Pourtant, ça n'empêche pas d'aller voir des films de cet acabit et de les trouver excellents. Il est vrai que je n'ai pas été aussi dithyrambique que pour Ready Player One comme certains après leur visionnage, mais... Je le conçois, mais... C'est avant tout personnel comme vision et comme réaction. J'ai adoré ce film parce que je suis fan des super-héros du MCU, donc voir Avengers Infinity War être aussi bon m'a collé à mon siège et m'a donné des frissons. Mais il est tout à fait compréhensible que vous fassiez... Ah bon, ils exagèrent de toute façon. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être ce que la plupart des gens ont ressenti devant Ready Player One, ou soit devant même Mad Max Fury Road. Il y a des gens qui se sont dit que peut-être il y avait une exagération venant de certains critiques. Et j'ai envie de dire, personne n'a raison ou tort. Chacun aura son avis sur Avengers 3. Il y a des défauts, mais définitivement rien de grossier ou rien qui fasse tâche pour dire que ce film est soit un nanar ou soit un navet. Donc, si vous êtes fan de films de super-héros, de blockbusters, de Marvel ou quoi que ce soit de manière générale, laissez couler les détracteurs. Et ceux qui se sentent supérieurs parce que comme vous aimez des blockbusters, et que eux, ils aiment un petit film coréen qui va arriver mais que personne n'a jamais entendu parler, mais que comme eux ils le connaissent, ils se sentent comme une élite cinéphile. Mais pour autant, moi je veux bien voir ce petit film coréen. Parce que peut-être qu'il est sympa, peut-être qu'il va être tout pourri, mais peut-être que ça va être un chef-d'œuvre. Je ne sais pas, faut que je le voie. Mais comme je l'ai dit, je me répète, mais ce n'est pas parce qu'on aime les blockbusters qu'on peut pas aimer ce genre de film. Et puis aussi, c'est pas parce que j'ai dit que ce film était potentiellement culte, que ce film-là ne peut pas potentiellement l'être non plus. Il n'est pas question de compétition, quoi que ce soit. Three Billboards est dans mon top parce que l'histoire des protagonistes peuvent être touchante et ou ambiguë. Phantom Thread est dans mon top parce que sa perfection est envoûtante. Et Avengers Infinity War sera dans mon top parce que son spectacle était grandiose et que l'aventure des personnages était excellente. Et c'est intéressant de se poser la question sur la notion de chef-d'œuvre avec un film comme Avengers Infinity War. Des personnes diront que c'est un immense film, que c'est le meilleur film du XXIe siècle, tandis que d'autres personnes diront le contraire. Les retours très positifs sur ce film laissent entrevoir son héritage, mais peut-être va-t-il rester dans l'histoire du cinéma. Nous ne sommes pas devins. Qui, à l'époque de Blade Runner de Ridley Scott, pouvait espérer qu'on parlerait encore de ce film? Qui, à l'époque de Star Wars Un Nouvel Espoir de George Lucas, penserait qu'il resterait autant dans les mémoires après tant d'années? Personne ne peut prévoir la portée d'un film sur les générations à venir. Tout le monde criait au chef-d'œuvre pour Mad Max Fury Road de George Miller. C'était un phénomène, et on en parle encore. Tout le monde criait au chef-d'œuvre pour Gravity d'Alfonso Cuarón à sa sortie. Mais quasiment plus personne ne fait référence à ce film de nos jours. Même si quelques personnes continuent d'en parler, ce n'est pas le cas du grand public. Pareil pour Zero Note d'Alejandro González Iñárritu, qui avait fait grand bruit, reconnu pour la maîtrise de sa mise en scène excellente, mais qui tombe dans l'oubli. Alors, est-ce qu'Avengers Infinity War est-il le meilleur blockbuster de tous les temps? Personne ne pourra répondre à cette question. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour l'affirmer et qu'il y aura toujours quelqu'un d'autre pour le contredire. C'est votre vision et votre perception qui pèsera sur la balance. Car on ne pourra pas reprocher vos goûts qui vous sont propres. Mais si vous prenez position sur un film, ne vous basez pas sur des on-dit, ou soit 75% de mes contacts me disent la même chose, donc je leur fais confiance, donc je ne fais pas l'effort d'en savoir plus, de me renseigner davantage. La notion du chef-d'œuvre est vraiment complexe sur un film. Un film peut tomber dans l'oubli, ou soit il a été sévèrement critiqué à l'époque de sa sortie, ou soit à l'inverse, il a été acclamé à l'époque de sa sortie. Et il n'est pas impossible qu'on revoie différemment ces longs métrages dans quelques années. D'ailleurs, il y a même une phrase dans Avengers 3 qu'on peut mettre en parallèle avec tout ce que je dis. Alors Footloose, c'est toujours le meilleur film de tous les temps sur Terre? Ça ne l'a jamais été. Ah, voilà. Par contre, je désapprouve totalement ce qu'a dit Spider-Man. Donc, quand vous dites qu'Avengers 3 est le meilleur film du XXIe siècle, expliquez pourquoi. Pareil, quand vous vous plaignez et que vous reprochez, que vous dites que le cinéma est mort à nouveau pour la énième fois,
expliquez pourquoi ils ont tort. Que vous soyez dans un camp ou dans un autre, argumentez. Parce que si votre argumentaire c'est « Oh mon Dieu, ce film est extraordinaire !» Mais en quoi ce film est extraordinaire? Mais parce qu'il est génial! Ou soit parce que votre argumentaire c'est « Oh mon Dieu, ce film est d'une laideur repoussante !» Mais en quoi c'est d'une laideur repoussante? Bah parce que c'est moche! Il n'y a aucun argument des deux côtés. Je vais prendre un exemple qui m'est tout à fait personnel. Batman contre Superman, l'aube de la justice de Zack Snyder. Film qui a été descendu au moment de sa sortie par la presse et les spectateurs. Et il y en a plusieurs personnes, dont moi compris, qui disent haut et fort que ce film est excellent. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas dans une critique de Batman contre Superman, mais depuis que je l'ai vu et que j'ai regardé la version Ultimate Cut de ce film, mon amour pour ce long métrage n'a jamais faibli et je continuerai à le défendre. Tandis que certaines personnes continuent à le descendre, il y a certaines personnes qui commencent à reconsidérer le film pour mon plus grand bonheur. Peut-être que dans 10 ans il sera vu comme un immense film, allez savoir. Ou soit peut-être va-t-il tomber dans l'oubli. Ce qui m'empêchera pas de le revoir et de le défendre avec passion. Parce que la passion peut être contagieuse. Quand le critique Michael J défend ardemment avec passion M. Night Shyamalan, ça m'a donné envie de voir ces longs métrages que je n'avais jamais osé regarder parce que les gens descendaient les films de ce réalisateur. Grâce à Michael J et à Durandal, j'ai compris que c'est pas au public de dicter ma façon de penser, mais c'est moi-même qui dois faire ma propre opinion. Et ce n'est pas parce que Michael J ou Durandal ou n'importe quel autre critique dit quelque chose que je les écoute aveuglément sans réfléchir. Ce n'est pas parce que tout le monde le dit qu'ils ont raison. Et si vous n'avez pas aimé Avengers 3, c'est tout à fait votre droit. Et là vous allez dire, encore heureux, merci, on peut encore penser ce qu'on veut. Mais oui, vous avez votre point de vue, et nous on peut le comprendre. Soit parce que le film ne vous a pas touché, soit parce que les personnages vous paraissent creux et insipides, soit parce que les scènes d'action ne vous paraissent pas si impressionnantes que ça, etc., etc., etc. Vous avez votre avis, on peut en débattre, mais votre point de vue vous est propre et on ne peut pas vous reprocher quoi que ce soit là-dessus. En revanche, là où j'aurais des choses à redire, c'est sur la plupart des critiques mitigées ou négatives par rapport à ce film. Pas la peine d'être condescendant en disant qu'Avengers 3 n'est bon que pour un public d'ado attardé, n'est bon que pour un public d'enfants, ou soit que le public accepte tout et n'importe quoi de toute façon, qu'accepter de tels films, c'est accepter des films passables. Non. Juste non. Il est vrai que le MCU n'a pas proposé que des chefs-d'œuvre. Il en a proposé des moyens, mais aussi des bons, voire même des très bons. Ça reste des films après tout, et on doit les critiquer en tant que tels, et non pas les détester à outrance, parce que ce sont des blockbusters. Voilà. J'avais besoin de m'exprimer longuement sur le sujet. À la base, je voulais faire une vidéo rapide, parce que je souhaitais montrer mon enthousiasme face à ce film, et je pensais pas prendre énormément de temps pour en parler. J'aurais pu faire comme tout le monde, je posais la caméra, je déballais mon discours, et après ça partait au montage. Mais quand j'ai vu et lu toutes les réactions que suscitait Avengers Infinity War, ça m'a fait poser des questions, et j'ai voulu y répondre avec cette vidéo. Peut-être que j'exagère et que j'en fais trop, mais c'est le fan qui est en moi qui a été bouleversé par le film qui a avant tout fait cette vidéo. Peut-être que ça a biaisé mon argumentaire, que tout mon raisonnement sur l'appréciation d'un film et de la notion du chef-d'œuvre était complètement hors sujet, mais j'avais l'impression qu'Avengers Infinity War avait mis le doigt sur quelque chose que des gens refusaient d'admettre. Qu'un immense blockbuster puisse avoir autant de fans et puisse être considéré comme un très grand film, voire même être considéré comme un chef-d'œuvre. Comme je l'ai dit, personne n'a raison ou tort, et on verra dans quelques années qui avait vu juste. Mais en tout cas, merci Marvel. Merci aux personnes qui ont participé créativement à tout ça. J'ai rêvé avec tous ces films. J'ai grandi avec. Et même si tout n'est pas parfait et qu'on peut reprocher des choses, on ne peut pas leur enlever ça. Qu'on peut vibrer et avoir une connexion avec tout cet univers cinématographique. J'ai vu des personnages évoluer, s'amuser, s'interroger, se déchirer, se surpasser pour devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est ce qu'on doit faire nous aussi. Devenir chaque jour une meilleure version de nous-mêmes et se battre pour nos convictions. J'espère avoir été à la hauteur. Je vous dis à plus et à la prochaine. Salut.